Est-ce que vous savez quelle est la faille que je rencontre le plus souvent? Je l'ai vu dans tous les contextes, le PHP, le Java, le Python. Je l'ai vu dans tous les domaines, du retail au bancaire, en passant par l'industrie. Je suis sûr qu'après avoir vu cette vidéo, en remettant le nez dans votre code, vous risquez de retomber dessus. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette faille? Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec des exemples de code que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Et bien, c'est parti. Comme toujours, vous allez pouvoir retrouver le code des exemples, je vous mets les liens dans la description. Donc ici, il va s'agir d'un petit portail RH. C'est le portail RH de Neuronaddict, c'est une application qui a été faite en Quarkus, avec des templates Qt, on va regarder ça dans une seconde. Alors qu'est-ce qu'elle nous permet cette application? Et ben, on va commencer par se loguer sur cette application. Donc j'ai 3 utilisateurs, Alice, Bob et Eve. Alors leur mot de passe, c'est bien Alice, donc le mot de passe c'est le login, évidemment vous ne faites jamais ça en production, voilà, on est connecté sur le portail, et on a plusieurs fonctionnalités, voilà, donc là on peut regarder le profil d'Alice, donc je suis connecté avec Alice, vous voyez j'ai le petit Hello Alice, je suis connecté avec Alice, je peux voir les informations, je peux les éditer, alors je peux pas tout changer, hein, mais je peux changer ça, le mail, le numéro de téléphone, l'adresse, éventuellement le nom, mais je peux pas changer le rôle ou le grade, évidemment, puisque de toute façon, c'est quelque chose qui est assigné par l'administrateur, donc vous n'allez pas changer votre grade dans l'entreprise. On a accédé aux évaluations. Alors bon, là, c'est des évaluations, on est vraiment sur quelque chose, c'est un exemple, hein, voilà, donc Alice, elle a son évaluation, félicitations Alice. On peut ensuite envoyer un message au RH, et Alice, étant administratrice, elle va pouvoir accéder à l'administration. L'administration lui permet de voir toutes les évaluations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un administrateur, il voit plus de choses qu'un user. Donc là, on est sur quelque chose de classique, d'assez normal comme application. Donc si on retourne sur le Home, hein, là j'ai bien mis quelque chose sur la confidentialité, on le voit dans les informations, les évaluations, ces informations sont strictement confidentielles. En effet, si vous intervenez sur une application de ce type, il faut bien avoir en tête que l'employeur est responsable de la sécurité des données de ses employés. Donc si l'application présentait un problème de sécurité, l'employeur pourrait être mis en cause. Donc vous, si vous êtes développeur de l'application, votre rôle, ça va être de protéger cette application contre la possibilité d'accéder à des données qui ne seraient pas les bonnes, et notamment qui ne seraient pas les vôtres. Ok, alors je vais quand même vous faire une présentation très rapide du code de cette application, donc comme je vous dis, vous pourrez le retrouver, vous pourrez regarder la documentation que je vais vous laisser dans la description. Si vous connaissez Spring et que vous ne connaissez pas Quarkus, ici c'est fait avec Quarkus, c'est pas très grave, en fait on utilise ici ce qu'on appelle des ressources, donc ce sont des classes Java. Ici j'ai la eval ressource par exemple, donc c'est la ressource pour l'évaluation, donc c'est le /eval. Donc ce /eval il arrive sur cette classe là. Ici j'ai mes web services qui sont reliés ici. Donc c'est des fonctions qui vont être appelées, donc en fonction de la méthode et du type de ce que vous allez passer dans les paramètres, vous allez tomber sur diverses ressources. Ensuite, ces ressources, elles utilisent un système de template, c'est le template Qt. Alors Qt, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ce que ça donne un template. Donc on va prendre le template eval. C'est tout simplement du code HTML. Donc c'est ce code HTML qui est mis sur la page, là, voilà. Donc il hérite de base HTML. Et ensuite, on va récupérer diverses propriétés qui sont dans l'objet qui est passé ici. Voilà, donc le current profile DTO, que l'on retrouve ici. Ce current profile DTO, il contient tout un tas de propriétés, et ces propriétés-là, c'est celles-ci qu'on va réutiliser dans notre template. Donc voilà, quand vous faites profile.name, et bien ça récupère ce qu'il y a dans le DTO. Donc ça veut dire que dans mes ressources, je vais me contenter de remplir mes DTO. Je vais mettre ici, donc on va récupérer un profil, on va mettre ce qui correspond au profil, et cet objet ensuite va permettre de remplir le template. Donc voilà, donc comme ça on écrit une fois le template, tous les users ensuite, on a un contenu différent par utilisateur. Donc c'est comme ça que fonctionne le code globalement, on aura l'occasion bien sûr de revenir dessus. Alors qu'est-ce qui est intéressant aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le trafic. Alors j'ai utilisé Burp, donc Burp il intercepte le trafic et il me permet de monitorer le trafic qui passe, le trafic HTML. Alors vous pourriez le faire avec la console, hein, je rappelle, mais avec la console développeur, mais moi je trouve que c'est plus pratique comme ça. À l'occasion, je ferai peut-être un tuto là-dessus. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe sur cette application pour mieux comprendre comment elle fonctionne et qu'est-ce que ça pourrait nous amener comme problème. Donc là, je vais sur ma partie login et je me log. Alors, on ne le voit pas ici, mais en réalité, on est passé par le SSO. Et une fois qu'on est passé par le SSO, ensuite, on revient se loguer ici. Alors, je vais essayer de montrer le SSO. Voilà, le voilà. Donc ici, on passe par la page d'authentification. Donc ça, avec Quarkus, en fait, vous avez
Vous avez un conteneur qui se lance tout seul et qui est déjà paramétré, donc c'est très pratique. Hein. Je vous mettrai aussi de la doc dans la description. Donc ça me permet de lancer le SSO, et c'est ce qui fait quand on arrive ici, si par exemple je veux faire un logout et que je refais un login, vous voyez là je suis redirigé vers un conteneur Docker qui contient un SSO qui est déjà paramétré. Donc là on va se connecter avec Bob d'ailleurs. Voilà. Ok. Alors, donc là, on va se mettre dans la peau d'un attaquant ou de quelqu'un qui veut auditer l'application, et on va regarder un petit peu comment fonctionne cette application du point de vue de l'extérieur. On va pas encore regarder le code. Alors ici, on se log, donc comme je vous dis, on passe par la partie de login, donc là, on est sur le SSO, on revient par le callback sur l'application, et donc on est connecté. Donc ça fonctionne à peu près bien. Moi j'ai fait du keycloak tout à fait standard, hein. J'ai utilisé la doc exactement, enfin voilà, c'est vraiment par défaut. Donc là c'est une configuration qui est censée fonctionner sans problème. Ensuite on arrive sur notre page profil, là c'est ce qu'on a vu ici, et donc on commence à voir le trafic de la page profil. Donc là c'est le code HTML de cette page-là par exemple, c'est le user profile. Donc si je regarde le code HTML, voilà, ça me montre du code HTML. Petite subtilité qui a son importance, quand on arrive ici, quand j'ai cliqué sur Profile, j'ai d'abord une redirection. Alors pourquoi ça? Pourquoi on a une redirection? Tout simplement parce que quand on clique sur le bouton Profile, dans le template, on ne sait pas trop à qui on a affaire. Donc ce qu'on fait, c'est que dans notre ressource, par exemple ma ressource eval, je récupère l'identité de la personne connectée et je le redirige vers son propre contenu. Voilà, donc c'est ce qu'on voit ici, là, voilà. Donc là, je le redirige vers son propre contenu, et ici, c'est ce qu'on va avoir là. Voilà, donc j'ai mon /profile, et ça me redirige vers profile 1, parce qu'on était avec Alice, et Alice a le profil 1. Bon alors, est-ce qu'elle est sécurisée, cette application? Bon, déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on n'y accède pas comme ça. Il faut un login pour accéder à l'application. D'ailleurs, on va vérifier. Alors, on va se connecter avec Bob. Ok, donc je suis connecté avec Bob, j'ai accès à différents menus, voilà, donc là je prends en menu mes informations, profile 2, ok, je vais maintenant me déconnecter, donc je vais faire un logout, et je vais essayer de me reconnecter là-dessus. Bon là voilà, je suis redirigé vers le SSO. Et si on regarde le trafic, on voit que quand j'ai essayé d'accéder à Profile 2, je suis directement redirigé vers le SSO, donc l'authentification fonctionne correctement. Alors je ne vous cache pas que j'ai déjà vu des applications RH, effectivement, où on accédait sans authentification. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est très bien, ok, donc on va se connecter avec Bob, voilà, et on a accès aux informations, etc. Alors comment on se connecte, d'ailleurs? C'est là que pourrait venir un éventuel problème. Alors, je me regarde un petit peu comment ça marche au niveau de l'authentification. On utilise un token JWT. Donc le token JWT, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, quand je récupère mon identity provider, l'identity provider, c'est un objet qui me récupère mon identité. Alors j'en ai deux. Là, j'utilise le JWT Identity Provider. Pas pourquoi il y avait une erreur là. Le JWT Identity Provider, il récupère un JSON Web Token. Le JSON Web Token, il est injecté, exactement comme avec Spring, donc je le récupère ici. Et donc quand je demande le current name et le current role, je le retrouve comme ça. Alors qu'est-ce que c'est un JWT Token? On va faire une vidéo dessus, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour bien comprendre ce que c'est le JWT Token et les failles qu'on peut avoir avec. En attendant, ce que vous devez savoir si vous ne connaissez pas comment fonctionne le JWT Token, c'est l'équivalent d'un ticket. Il est ici, donc là on le stocke dans le cookie. Je rappelle, stocker dans le cookie, c'est un moyen le plus sécurisé de stocker quelque chose. En étant stocké dans le cookie, là on le retrouve ici, donc il est encodé en base 64. Alors moi je ne l'ai pas chiffré, c'est-à-dire encrypté, il est simplement signé. Alors c'est sécurisé quand même, mais c'est mieux de toujours l'encrypter par défaut. Et donc là, on peut voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc le token JWT, il contient des informations. Ici, vous avez l'expiration, ici, vous avez le user, donc à qui on a affaire, et son groupe. Donc là, le groupe, c'est les autorisations. Donc si par exemple, je reprends une requête avec Alice, vous voyez, dans son JWT token, elle est admin. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le JWT token, il est signé, donc vous avez votre cookie, vous ne pouvez pas le modifier. Donc on aura l'occasion de reparler de ça. Mais donc le JWT token, c'est un moyen sécurisé d'obliger l'utilisateur à se promener avec sa propre identité. Alors, là on parle de date d'expiration, le JWT token, il a une date d'expiration, il a un user, il a un groupe, il est passé de manière signée à l'application. Alors, est-ce que ça nous protège complètement ? Alors, le problème, c'est que j'ai une redondance d'informations dans ma requête. Comment ça marche ? Ici, j'ai mon token JWT.
Voilà, il est ici, je le vois là, et donc j'ai l'information, je suis le user Alice. Le problème, c'est que j'ai aussi cette information dans l'URL. Ici, j'ai /profile1. Ça veut dire que je sais que je suis le user Alice, et je demande à accéder au profil 1. Donc j'ai 2 fois cette information dans la requête. Alors quand vous avez 2 fois cette information dans la requête, vous pouvez déjà vous dire qu'il pourrait potentiellement y avoir des problèmes ou des effets de bord. Alors on va tout de suite regarder ce que ça donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va débugger. Donc je vais débugger le profile ressource. Voilà, donc on va placer des points d'arrêt. On va en placer un ici. Et ici, voilà. Donc je vais placer mon code ici et je vais appeler mon user profile avec Bob. Alors, on va regarder mes informations. Donc je clique sur mon user profile et qu'est-ce qui se passe? Alors la première chose qui se passe, c'est qu'on arrive ici. Donc là, on est sur /profile. Donc ça, c'est l'URL /profile qu'on est en train d'appeler. Cette URL, elle va me renvoyer une réponse. Alors pour récupérer cette réponse, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va récupérer l'identity provider avec le current ID. Donc je vais récupérer l'ID de Bob et je vais lui proposer une redirection ici. Alors la redirection, elle va arriver ici. Donc si je mets un coup de point d'arrêt, je me retrouve ici. Donc ce qui s'est passé au niveau du trafic HTTP, on voit bien ce qui se passe. Voilà, vous voyez, j'ai le /profile ici qui m'a renvoyé le C-Other. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec mon 303. Et ensuite, là, on a la requête profile2 qui est en train d'être débuggée. Donc on n'a pas encore répondu. Donc on a été redirigé vers /profile2. Comme j'ai été redirigé vers /profile2, je récupère dans l'URL l'ID. Donc cet ID, ensuite, je reprends le profil qui correspond, donc je cherche le profil dans ma base de données, et ensuite je renvoie le template, donc on va construire le template et on va renvoyer la page avec les informations de Bob. Donc c'est ce qu'on voit ici, j'ai mon template qui est rempli avec les infos de Bob, donc je vois Bob, user, employé, etc. etc. Donc ça, c'est le processus normal. Malheureusement, il y a un problème avec ceci, c'est que on peut spécifier dans l'URL ce qu'on veut. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Bob il veut aller voir le profil de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va débugger, on va voir qu'on arrive sur l'ID 1, voilà, et bien tout simplement, le endpoint il va chercher l'ID 1, il va prendre le profil pour l'ID 1, et il va renvoyer le template, et ce qui va se passer, c'est qu'on a beau être connecté avec Bob, on voit bien les informations d'Alice. Alice Manager, etc. Bon, alors là, par contre, ça va plus du tout en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'on a pu se connecter sur l'application, on doit se connecter sur l'application, mais un employé, par exemple, peut accéder aux informations du manager, ou un manager peut accéder aux informations de quelqu'un qui n'est pas dans son équipe. La réalité, c'est qu'une fois que vous êtes connecté, le cloisonnement dit horizontal, c'est-à-dire la même fonctionnalité pour un autre utilisateur, et ben vous y accédez. Ça veut dire que Bob, cette page user profile, la page user profile à laquelle il est censé avoir accès, il y a accès, donc ça c'est pas un problème. Mais il a aussi accès à d'autres pages pour d'autres utilisateurs. C'est pour ça qu'on parle de cloisonnement horizontal. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bien sécurisé l'application et que quand on propose la page, quand on recherche la page d'un profil, en réalité on ne vérifie pas que cette page est bien servie au bon utilisateur. Et c'est ça le problème. D'ailleurs, on le voit ici, puisque on a aussi ici un problème de sécurité, c'est que vous commencez par rediriger en récupérant l'identity provider. Donc l'identity provider, je rappelle, c'est une donnée qui est sécurisée, qui est signée par les JWT tokens, donc on peut faire confiance à cette donnée. On la récupère ici pour faire la redirection. Le problème, c'est qu'ensuite, une fois qu'on a fait la redirection, on récupère l'ID dans l'URL. Et donc, ce qui se passe, c'est que si quelqu'un s'amuse à changer l'ID en cours de route, là, c'est ce que j'ai fait avec le navigateur, et bien là, on n'est plus sur l'ID auquel on s'attend, on n'est plus sur l'ID qui est dans le JWT token, on est sur un autre ID. Donc voilà, donc là, on est bien authentifié, on a bien certaines sécurités, mais on accède au profil de quelqu'un d'autre, donc on a un très gros problème, puisque si vous avez une très grosse entreprise où tout le monde peut avoir un compte, voire un compte guest, et bien là, même un guest, il pourrait accéder à plein d'informations. Et ça, c'est une faille, comme je vous dis, je la vois partout, je la rencontre énormément, tout simplement parce que, parce qu'on pense qu'on est sécurisé. On pense que c'est bon, on a bien mis l'authentification, et on a bien fait. On a bien fait de mettre l'authentification, mais cette authentification ne suffit pas, il faut un deuxième processus qu'on appelle autorisation. L'autorisation, ça consiste à vérifier que tel profil a le droit d'accéder à ses relevés de banque, par exemple.
et surtout pas au relevé de banque de quelqu'un d'autre. Bah, c'est ça ce qu'on appelle l'autorisation, et c'est ça le problème qu'on a avec ce type de faille. Alors, j'ai souvent eu des discussions à propos de cette vulnérabilité, parce que, il faut bien le dire, c'est pas évident de savoir qu'est-ce qui est sécurisé, qu'est-ce qui est pas sécurisé dans notre chaîne, et à quel moment on doit commencer à sécuriser les choses. Donc c'est pour ça que cette faille, en fait, c'est assez difficile de la détecter avec des outils automatiques, ou juste des scanners, ou des choses comme ça, parce que, qu'est-ce qui devrait être fait par l'application, qu'est-ce qui est déjà fait par l'application, c'est pas toujours très clair. Alors, on va regarder justement ce que fait l'application, parce qu'on pourrait me dire, mais attends, l'application elle est sécurisée, on a mis du Quarkus, on a mis du JWT, on a utilisé le JWT token correctement, comment ça se fait qu'on peut encore accéder à des ressources auxquelles on ne devrait pas avoir accès? Eh bien, on va regarder en détail ce JWT token. Voilà, alors ce JWT token, on va jeter un œil à nouveau. Donc comme je vous dis, moi je l'ai mis en clair justement pour qu'on puisse le voir facilement, mais dans la configuration par défaut, il est encrypté, et c'est absolument ce qu'il faut faire, c'est toujours mieux d'encrypter le JWT token. Donc ce JWT token, il a plusieurs informations intéressantes, il a une date d'expiration. Il a une date d'expiration, il a aussi un user, et il a aussi un groupe. Comme je vous l'ai dit, il a une signature. Donc si on regarde un JWT token, il est en 3 parties, voilà. Donc vous avez ici, ça c'est les entêtes, c'est les métadonnées. Là c'est le payload que je vous ai montré ici, et ça c'est la signature. C'est-à-dire que si on change la signature, le JWT token sera refusé par l'application. Ouais, mais on n'a pas vérifié la signature. Non, c'est le framework qui le fait. Donc ça c'est géré par Quarkus. Voilà, donc là, vous voyez, si je renvoie la requête qui est ici, cette requête, elle me donne le contenu du profil de Eve. Ok, donc très bien. Et si je change quelque chose dans le JSON Web Token, par exemple, je vais m'appeler F2 au lieu de m'appeler Eve, je vais avoir une erreur. Pourquoi j'ai cette erreur? Parce que tout simplement, le payload ne correspond plus à sa signature. Donc la signature me garantit que le payload n'est pas modifié. Il me garantit aussi, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des requêtes, donc là je vais reprendre une requête du tout début de quand je me suis connecté. Ce JSON Web Token, il contient les informations, donc l'application devrait les accepter. Voilà, simplement, il me dit ID token verification has failed, token issued is not active. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait mon token il a une durée de vie. Voilà, donc là il y a une expiration. Et ça on peut pas le changer non plus. Si je change la date d'expiration, mon token n'est plus valable. Et donc ça a été vérifié aussi par le framework. Donc alors qu'est-ce qui a été vérifié par le framework? Qu'est-ce qui n'a pas été vérifié par le framework? En réalité, on s'est connecté à Keycloak, on a obtenu un JWT token, le framework va vérifier l'expiration du JWT, donc là vous voyez mon vieux JWT, il ne fonctionne plus, il va vérifier que le token est bien signé, si je change la signature ça ne marche pas, mais à aucun moment je n'ai pu mettre en place la vérification que la ressource que je veux consulter, c'est bien une ressource auquel j'ai le droit d'accéder. Bon alors pour l'admin maintenant, si je veux, alors on va se connecter avec Alice. Voilà, je vais me connecter Alice. Voilà, je vais aller sur la page administration, et vous allez me dire, ah ouais, alors attends, il y a un autre problème là. Ça veut dire que si je me connecte avec Eve, et que je vais sur administration, ah non, là j'ai pas accès. Alors pourquoi j'ai pas accès? Eh bien tout simplement parce que ça a été correctement implémenté. Là on passe à l'admin ressources, et vous voyez sur l'admin ressources, il y a cette vérification. On vérifie que admin est bien égal au rôle de l'identity provider. En réalité, on pourrait le faire avec une annotation, donc il faut faire comme ça parce que c'est plus propre. Mais là, c'était pour vous montrer le code. Donc là, on voit que si jamais il y a ce problème, on envoie une erreur et on ne donne pas les informations d'admin. Donc tout ça vient, ce token admin, en réalité, c'est dans la configuration de Keycloak. Donc là, cette configuration, elle est présente ici. J'ai créé divers utilisateurs, vous voyez j'ai créé en dur avec un mot de passe très faible, je vous rappelle de ne jamais faire ça en production, vous utilisez toujours des mots de passe forts, et donc les users là ils ont été mis en dur juste pour le développement, et donc ils sont automatiquement injectés dans Keycloak grâce aux dev services de Quarkus qui sont quand même extrêmement pratiques. Donc voilà, donc Eve est un user, Bob est un user, Alice est admin, et ça c'est marqué dans leur token, je vous le remontre ici, on voit dans le token JWT, que Alice, par exemple, est admin et que les autres, eux, sont users. Ok. Bon, alors on est là pour corriger. On est là pour corriger le problème. Notre rôle, c'est de se dire, ok, maintenant que j'ai l'erreur, comment je fais pour éviter d'avoir ce problème? Alors, on a de la chance parce qu'on n'aura pas forcément besoin de changer les templates, et ça tombe bien. Donc, si je regarde mes deux endpoints ici, j'ai mon eval et j'ai mon eval by ID.
Ce que je pourrais faire, c'est faire une vérification, c'est récupérer l'ID ici, et de dire, bah voilà, on va comparer l'ID qui est dans l'URL, on va le comparer avec l'ID qui est dans le JWT, et s'il y a une différence, on va dire, ah non, non, on n'accède pas, il y a la ressource, il y a un problème. Alors ça va marcher. Ça va marcher, mais je trouve que c'est pas la correction qui est la plus propre. Alors pourquoi ? Il n'y a pas de problème de sécurité en soi sur ce endpoint. Donc on récupère l'identité et on renvoie une redirection. Le problème, c'est qu'entre le moment où on fait une redirection HTTP, on passe par le client, et le client, lui, il peut modifier ça. Donc il peut dire, bah tiens, tu m'as envoyé sur eval/2 parce que je suis Bob, mais bah tiens, je vais modifier, moi je vais mettre eval/1 parce que j'ai envie de voir un petit peu le profil d'Alice, ou l'évaluation d'Alice. Donc, en fait, notre problème ici, c'est aussi la redondance d'informations dont je vous ai parlé. Alors, c'est ce qu'on a vu dans la requête, et alors on va la regarder ici. Dans l'identity provider, j'ai un current ID, et là j'ai un long ID. Donc j'ai deux fois cette information qui ne sont pas vérifiées, mais finalement, est-ce que c'est la peine d'avoir deux fois ces informations ? Une meilleure correction, ce serait de tout regrouper d'un côté. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que quand je vais sur /profile, alors on a un /profile ici. Vous voyez, là j'ai un /profile qui me redirige vers mon profil, mais finalement, ce serait plus simple que quand je clique sur /profile, je vois mon profil. C'est-à-dire qu'on n'a plus deux fois cette information, on l'a qu'une fois. Et cette information, elle est déjà dans le JWT, grâce à l'identity provider. Donc en fait, on va utiliser cette information une seule fois. Donc on va prendre notre identity provider getCurrentID, hop, on va le mettre ici. On va dire, bah écoute, voilà, donc tu veux quelque chose, et ben tu vas pas le prendre dans l'URL, tu vas le prendre ici. Et donc, étant donné que ces deux endpoints maintenant représentent la même chose, et ben je ne vais plus avoir besoin de passer l'ID dans l'URL. Donc je vais tout réunir en un seul endpoint. Voilà, je vais enlever la redirection qui est ici. Voilà, donc ça m'enlève ce problème. Donc ici, je ne renvoie plus le bon format, donc je vais faire make eval return template instance, voilà, et donc le moteur Quarkus, il va voir que c'est une instance template, donc il va me renvoyer ça. Donc là, ça veut dire que quand je vais aller sur mon /eval, eh ben, je vais récupérer le user dans le JWT token, et je vais le renvoyer comme ça. Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne, on va mettre un petit coup de debugger, c'est parti. Et donc je vais sur mon /eval, et j'arrive ici. Donc là, il n'y a plus besoin de récupérer l'ID ou quoi que ce soit. Je récupère ça, voilà. Je fais un find by ID avec l'identity provider.currentID. Alors, est-ce qu'il va me donner la valeur ? Hop, je l'ai ici. Donc j'ai mon profil 3. Voilà, donc c'est le profil 3 que je vais aller chercher. Hop, le profil existe bien, je le renvoie. Donc je ne demande même plus à personne quel profil je renvoie. Je récupère ça dans le JWT token et je renvoie à la personne qui est connectée son profil. Si elle n'est pas connectée, elle n'aura pas de profil. Et si elle est connectée, elle aura son profil. Elle ne pourra pas aller chercher le profil d'un autre. Alors est-ce que ça marche ? Ok, bah ça c'est pas mal déjà. Voilà, eval. Et donc maintenant, bah, si Eve elle veut changer, elle va aller chercher eval 1, bon bah la ressource elle n'existe plus. Voilà, je l'ai supprimée. Et ça, je trouve que c'est la correction la plus propre, parce que d'une part, vous arrêtez de vous prendre la tête avec des histoires d'ID, parce que ce qui va se passer avec ce type de code, c'est qu'un jour, il y a un développeur junior qui va arriver, il va pas forcément comprendre le projet, voilà, il y aura beaucoup de pression, etc., et il risque de refaire la même erreur. Soit en faisant un mauvais copier-coller ou quelque chose comme ça, tandis que quand vous avez une politique assez sobre sur vos URL et que finalement vous dites, bon bah voilà, quand c'est eval, tu renvoies le eval du user, il y a moins de chances que la faille soit réécrite. Et en plus, c'est facile de voir qu'elle a été corrigée. J'ai eval, j'ai /profile, j'accède à mon profil, j'ai /eval, j'accède à mon eval. Et donc, je suis sûr de ne plus avoir ce type de problème parce que je ne vais pas avoir cette redondance d'informations. Pensez-y beaucoup, cette redondance d'informations qu'on a pu avoir ici, j'insiste dessus. Là, par exemple, ici, sur le profile 1, si vous avez deux fois la même information dans une requête, vous le savez, en général, il peut y avoir un problème, et c'est souvent ça que les attaquants vont utiliser pour essayer de trouver des petites failles subtiles. Qu'est-ce qui se passe quand on change un truc par rapport à l'autre, comment il est interprété. Les attaquants adorent ça, alors, surtout les hackers qui font ça vraiment parce qu'ils aiment comprendre les applications. Les attaquants, ils s'en foutent, ils veulent juste attaquer votre application et vous prendre de l'argent. Mais voilà, donc quand vous avez cette désynchro, soyez vigilants et essayez de ne pas l'avoir, et en plus, finalement, on se retrouve avec une application plus propre.
On a moins d'URL à gérer, on n'a pas ces histoires à gérer, voilà, j'ai plus qu'un seul bout de code. Donc je trouve vraiment qu'avec ce type de correction, tout le monde est gagnant. Alors maintenant, je vais vous montrer une configuration qui va faire qu'à coup sûr, on a la vulnérabilité. Alors, on va lancer le Docker Compose. Donc il y a un Docker Compose qui est dans notre... ici, là. Alors on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, dans ce Docker Compose, j'ai un Nginx. Voilà, j'ai un Quarkus. Le Quarkus, il est derrière le Nginx. Donc vous avez le Nginx et Quarkus derrière. Le Nginx, il fait proxy. Et donc, il y a un forward et un HT-password. Alors, le HT-password, il contient les utilisateurs. Et ensuite, j'ai un fichier forward, on va rejeter un œil dessus après. Alors pourquoi je vous montre ça? Tout simplement parce que c'est une configuration qu'on retrouve souvent en entreprise. On a un Nginx, on a une vieille application derrière. Donc là, le Quarkus, ce serait une vieille application qui n'aurait pas forcément d'authentification. Ni d'autorisation, et donc quand un consultant sécurité arrive et dit bon les gars là on peut accéder à ça sans être authentifié. Alors souvent les gens le savent pas parce qu'il faut connaître l'URL, il faut connaître l'IP, donc quand on sait pas il faut aller chercher. C'est pas forcément évident, et l'entreprise c'est des centaines d'IP, c'est des milliers d'endpoints, enfin voilà quoi, c'est normal de ne pas s'en rendre compte, c'est le rôle de la sécurité d'aller fouiner, d'aller chercher ces choses-là. Donc après, c'est le rôle de chacun de ne pas laisser évidemment ce genre d'application aujourd'hui. Donc si l'application Quarkus qui est représentée ici, on peut y accéder sans être authentifié, on a mis un Nginx devant. Alors comment on a fait pour mettre ce Nginx devant? On a mis des users sur le Nginx, donc on retrouve Alice, Bob et Eve. Et qu'est-ce que ça va donner en termes d'application? On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc je vais aller sur mon localhost 8080, et donc cette fois-ci, on remarque que c'est pas la même mire d'authentification, vous reconnaissez la mire que vous avez sur les simples basiques hautes des HT Access que vous avez en authentification HTTP. Alors, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de sécurité, là on est sur de l'HTTP, donc ça va pas du tout, mais si on était sur de l'HTTPS, bon, c'est toujours mieux que rien. Il faut aussi voir la sécurité en termes d'escalier, il vaut mieux avoir une mire en basique haute que rien du tout. Voilà, donc je vais me connecter avec Alice, voilà. Et donc, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir à peu près la même chose. Voilà, vous voyez, j'ai mon petit Hello Alice, j'ai mes informations, mes évaluations, je peux envoyer un message et je peux accéder à mon administration. Ok, alors, comment ça se fait qu'on sait qui est Alice, en fait, puisqu'on est dans le Nginx? Alors ça, c'est intéressant. Alors, je vais vous montrer comment on a fait. On n'a pas voulu trop modifier l'application, donc on a utilisé l'interface Identity Provider et on a créé un autre Identity Provider. On appelle ça le Header Identity Provider, donc cette interface elle est réutilisée dans l'application, et cette fois-ci on va fournir le nom en récupérant un en-tête X-User. Et alors cet en-tête X-User, on le retrouve ici, ça veut dire que le serveur Nginx, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer le user, donc on va se connecter avec un HT-password, et le user qui est connecté, on va l'envoyer via un en-tête à l'application, pour lui dire, voilà, moi je suis le Nginx, le user qui est connecté, c'est lui. Donc ça va me permettre de faire un petit peu de gérer l'utilisateur que j'ai et d'accéder à différentes choses. Donc vous voyez, là je suis connecté avec Alice et j'accède à l'administration, à mes évaluations, à mes informations, etc. Alors c'est une mire d'authentification qui est extrêmement rudimentaire puisque déjà il n'y a pas de logout, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Donc une fois que j'ai récupéré l'utilisateur, j'accède à mes différents éléments de mon application. Alors qu'est-ce qui se passe là si je change Alors si je change de profil, si l'application est le même code qu'elle était avant, étant donné qu'il n'y avait pas de vérification forcément d'authentification, il n'y a pas de vérification non plus d'autorisation, et donc là, Alice elle accède au profil de Bob, et on se doute bien que Bob il va accéder au profil d'Alice, donc on a encore le problème. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on a aussi le problème que on va devoir accéder à l'admin. Alors là, c'est Alice qui accède à l'admin, donc je vais rouvrir une fenêtre de navigation privée et je vais me connecter avec Bob. Alors localhost 8080, je me connecte avec Bob, voilà. Et Bob, je vais accéder à l'admin avec le profil de Bob. Et que va-t-il se passer? Là par contre, j'accède à l'admin. Vous savez dire que Bob, il peut accéder au compte des autres, donc il fait un défaut, on a un défaut de cloisonnement horizontal, mais on a aussi ce qu'on appelle un défaut de cloisonnement vertical. C'est-à-dire qu'un user, un simple user, il accède à quelque chose de plus privilégié que lui, donc là, il accède aux fonctions administrateur.
Mais alors pourquoi il accède à l'administrateur, puisque il n'y accédait pas avant? On avait ce bout de code qui vérifiait qu'on avait accès à un administrateur. Et là, on ne l'a pas. Et ben pourquoi? Et ben je vous montre pourquoi. Ce qui se passe ici, c'est qu'on est capable de renvoyer le user. Ok. Donc là, je peux dire, ok, bah ça c'est Bob, ça c'est Alice. Je pourrais même faire une vérification de ressources dans mon application. Simplement, ça m'obligerait à recoder mon application, autant remettre de l'authentification dans l'application. Ça, c'est un gros problème qu'on retrouve avec ce type de faille, c'est qu'en réalité, mettre des rustines devant parce qu'on se dit, oh, on va pas trop toucher, finalement, ça revient plus cher que de refaire l'application. Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser quand on veut corriger quelque chose, qu'on a des gros chantiers. Voilà, il y a toujours une balance entre ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et voilà, et c'est jamais simple, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, la solution miracle, c'est pas de dire, ah bah voilà, faut corriger la sécurité et tout, c'est vrai. Il faut faire attention à la sécurité, mais des fois, il n'y a pas de solution miracle. Voilà, ça prend 2 ans de développement de remplacer une application. Pendant ces 2 ans, on a besoin de fournir une application. Comment on fait? Voilà. Et là, il n'y a jamais de solution simple, en fait. Donc, on ne peut pas dire, voilà, clac, faut corriger, clac, bon, on peut pas corriger. C'est jamais simple comme ça. Alors, ce qui se passe avec notre Nginx ici, c'est que je renvoie le user, donc je peux dire, voilà, c'est un remote user, j'utilise le htpassword, donc ça c'est bon, voilà, c'est classique, hein, mais on va dire que c'est une correction qui a été faite rapidement pour présenter une première correction à ce problème. Simplement, là, je n'ai plus l'information que j'avais ici. Alors, si je retrouve mes application.properties, dans mon application.properties, j'ai configuré mon keycloak pour me donner aussi l'information du rôle que je n'ai plus. Donc, ici, je peux dire, ben voilà, Alice, elle est admin, Bob, il est pas admin, et en fait, là, je peux pas donner cette information. Alors, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que, malheureusement, on n'a pas forcément consulté la sécurité avant de faire ça, puisqu'on consulte pas la sécurité tout le temps, on a été obligé de donner le rôle admin à tout le monde. Puisque vu qu'on pouvait pas transmettre qui était admin, quand on a redémarré l'application, bah Alice a eu besoin d'accéder à la mire d'authentification, et donc la seule correction qu'on a trouvée, ça a été de rajouter le rôle admin à tout le monde. Et donc quand on a posé la question au métier, en leur disant, bon bah on va mettre un rôle admin, mais du coup on fera plus de vérification, le métier a sûrement dit, ouais ok, parce que ce qu'ils voulaient c'était que ça marche. Alice avait besoin d'accéder à l'administration de l'application, et donc on s'est pas posé cette question. Et donc, avec cette configuration, non seulement il y a rarement un cloisonnement qui est fait correctement, puisque vous voyez, ce que j'ai fait ici, là, c'est quelque chose d'assez sophistiqué. En général, ce qu'on voit quand on met un Nginx devant, il y a un user, on file le user à tout le monde, et tout le monde se connecte avec le même user. Donc là, on ne peut pas espérer que chacun accède à ses ressources, c'est carrément impossible. Donc là, on est déjà sur une configuration sophistiquée, mais elle pose quand même le problème de qui est admin, qui n'est pas admin. Et ça, je peux vous dire que quand vous avez une application, comme on a ici, vous avez votre application Quarkus, donc ça c'est la base de données qui est derrière. Vous avez un Nginx devant qui fournit de la sécurité. Je peux vous donner un autre exemple, ce serait une API Gateway qui fait de l'authentification. Eh ben, elle pourra jamais complètement faire un processus d'autorisation, puisque c'est l'application qui sait qui a le droit d'accéder à quoi. Ça fait partie de la logique métier de l'application. Et donc ça, à partir du moment où on met un Nginx devant pour protéger, alors c'est très bien, il fallait le faire s'il n'y avait rien du tout. Mais vous pouvez être sûr que l'autorisation ne sera pas implémentée et que vous retrouverez cette faille-là, le défaut d'autorisation, ou le Broken Access Control. Cette faille-là, vous allez la retrouver systématiquement quand vous avez un Nginx devant ou un Apache, vous pouvez en être sûr. Bon alors pour le même prix, je vais quand même vous montrer aussi un autre problème de notre sécurité qu'on peut avoir avec cette configuration. Donc là j'ai fait un Docker Compose, mais si on imagine que c'est une configuration qui est dans une entreprise, donc à l'intérieur d'un réseau local, avec des serveurs, donc on a un serveur avec le Nginx, un serveur avec le Quarkus, ou tout simplement du Kubernetes, mais le Quarkus d'un côté et le Nginx de l'autre, à 2 endroits différents. Alors avec Kubernetes ce sera un petit peu plus difficile d'avoir ça, mais ça reste théoriquement possible. Vous voyez ici, mon serveur Quarkus, on a beau mettre un Nginx devant, il reste accessible. C'est-à-dire que je pourrais accéder au Quarkus directement. Alors on va essayer de faire ça. Donc, je vais commencer par faire un curl localhost 8081. Et donc là, j'accède à l'application Quarkus. Ok. Donc là, je vais faire un eval. Non, on va faire un profile /1. Ok. Alors, et ben là, j'accède, puisque derrière le Quarkus, alors,
Je précise, hein, le profil qui a été donné à Squarkus, c'est un profil où il n'y a pas d'authentification. Donc on a bypassé complètement l'authentification pour représenter une application sans authentification. Donc là, j'accède bien au profil. Donc là, j'accède effectivement à ce que je veux. Et même si je faisais une vérification de l'authentification au niveau du Nginx, et ben tout simplement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que je n'ai pas... comme j'ai un accès direct et que la sécurité se fait sur le Nginx, ben je peux accéder directement à l'application. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Enfin, tout le temps. Ça, c'est un truc que je vois assez souvent. C'est-à-dire qu'on a bien mis le Nginx devant, on a bien communiqué l'URL aux utilisateurs, donc les utilisateurs légitimes, eux, ils passent par l'URL qui pointerait sur le Nginx, donc il y aurait un rh.neuronaddict.org, voilà, ou à l'intérieur de... sur le réseau interne, quoi, donc là, il n'y a aucun problème. Mais si on peut encore accéder directement à l'application qui est protégée par le Nginx, eh ben, ça ne va pas marcher. Et là, autant les utilisateurs légitimes, bah, ils vont accéder à travers l'application, et bah, autant les utilisateurs illégitimes, ils vont y accéder à travers ça. Donc là, on voit pas, c'est un petit peu le code HTML, mais vous voyez, on voit le full name, là, on voit que c'est Alice, qu'elle est manager, qu'elle est admin, on voit ces informations, on pourrait y accéder et on pourrait faire les modifications. Et il y a autre chose qu'on pourrait faire, là ça n'a pas forcément d'intérêt, mais c'est pour la... dans certains contextes, ça pourrait aussi être quelque chose de dangereux, c'est-à-dire que, étant donné qu'on utilise un en-tête pour transmettre l'information de qui est le user de quoi, et ben on pourrait utiliser cet en-tête pour dire, bah voilà, moi écoute, bah tiens, je suis Alice, alors qu'en réalité, on est Bob. Voilà, donc là, j'aurais pu dire, bah voilà, je suis Alice. Et donc, si on cherche le hello, voilà, si je fais un grep hello, vous voyez, là, c'est un hello Alice. Et si j'avais pas mis le X-user, voilà, j'ai pas le hello. Enfin, j'ai un hello, mais il n'y a pas le nom derrière. Donc, vous voyez, il n'y a rien ici. Donc en fait, en utilisant cet en-tête, on peut faire croire à l'application qu'on est cet utilisateur. Donc dans la logique qu'on a ici, ça pose pas de risque a priori, mais ça aussi c'est quelque chose à voir. C'est-à-dire que on met un Nginx devant, c'est très bien, on oblige les utilisateurs à passer par ce Nginx. Il faut être sûr que la partie qui n'est pas authentifiée, on peut pas y accéder directement. Et croyez-moi, je l'ai vu plus souvent qu'on pourrait s'y attendre. Et ben merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner ou à la liker si elle vous a plu. J'espère maintenant que vous allez être incollable sur cette faille, en tout cas vous aurez tous les liens dans la description pour vous documenter dessus. Allez faire un petit tour sur votre code, si cette faille vous dit rien, vous allez sûrement retrouver des failles de ce type. Donc ça, ce sera intéressant et j'espère vraiment que cette vidéo va vous permettre de corriger des choses dans votre code et d'être un meilleur développeur. Et ben je vous donne rendez-vous pour la suite, à bientôt.